igloo, tipi, fourmilière, termitière, terrier, cocon, coquillage, château, caravane. Vous le voyez, s'il y a bien un endroit où tous les êtres vivants sont créatifs, c'est dans leur habitat. Et vous, comment pensez-vous la maison de vos rêves? Comment imaginez-vous votre habitat? Sécurisant, pratique, durable, écologique, abordable, beau, petit? Hélène Nicodème, elle pense l'habitat en pleine conscience. Voici une architecte archi-créative. Elle va revoir de A à Z son métier, mais également toutes les facettes de l'habitat. Sur un plan plus humain, sur un plan 2D ou 3D, comme vous voulez. Je vous laisse découvrir son processus créatif, celui qu'elle aborde en tant qu'architecte, mais surtout le processus qu'elle propose à ses clients. C'est un processus de co-création pour pouvoir réaliser leur projet de cœur, leur habitat conscient. Je vous laisse découvrir, mais avant ça, juste un tout petit rappel. Laissez votre petit coup de pouce pour toujours plus de créativité. Merci. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. J'ai choisi en fait de venir vers toi et tu as accepté gentiment cette interview parce que tu travailles dans le domaine de l'architecture. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu parles de l'architecture comme un habitat conscient. Alors je me suis dit, tiens, une architecte qui met de la conscience dans ce qu'elle fait, c'est déjà pas mal. Donc Bonjour bienvenue. Sylvie, merci à toi, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Euh, Merci pour la présentation. Effectivement, je suis architecte et je me suis spécialisée dans tout ce qui est Feng Shui depuis quelques années. C'est quelque chose qui m'a complètement attirée depuis que je suis maman. Une parentalité un peu particulière parce qu'on a adopté nos deux loulous et je me suis vraiment dit à un moment donné, j'ai besoin de comprendre ce que le Feng Shui peut apporter en termes de bien-être pour mes enfants au départ. C'était vraiment la porte d'entrée qui m'a appelée, on va dire. Donc, j'ai été vraiment appelée par le Feng Shui. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis très, très cartésienne hein, au départ. L'architecture sur laquelle je travaille depuis 15 ans, c'est l'architecture durable, c'est l'efficacité énergétique, les maisons passives, donc très, très cartésien. Et tout d'un coup, il y a une notion beaucoup plus vaste qui met l'humain au centre, qui m'a appelée, parce qu'apparemment, il existait hein, une philosophie orientale qui parle du bien-être dans l'espace de vie, dans l'habitat. Et du coup, je me suis formée à ça. On avait 2 ans pour aménager la chambre de notre premier enfant. Donc, en gros, j'avais le temps. Quoi. Et l'idée, c'était vraiment de comprendre ce que l'environnement dans lequel on vit a un impact sur notre bien-être. Et ça m'a vraiment parlé. Au départ, j'ai commencé par la chambre de mes enfants, et puis après, j'ai fait cuisiner l'ensemble de notre maison, et puis j'ai travaillé sur moi. Et en fait, ce qui est intéressant avec le Feng Shui, c'est que c'est vraiment 2 dimensions. C'est à la fois de l'architecture consciente, comme tu disais, mais c'est aussi du travail sur soi, de la connaissance de soi. C'est vraiment, en fait, du développement personnel mis dans l'architecture, quoi. J'aime bien les deux volets. Oui, tout à fait. C'est ce qui transparaît tout de suite à travers ta personnalité, à travers ton site. Quand on voit ton site, Hélène Nicodème, je mettrai le lien dans le descriptif. On sent effectivement qu'il y a quelque chose, une approche humaine de son métier. Et c'est ce qui m'a intéressée, c'est de savoir un petit peu justement comment est-ce que tu approches ton métier peut-être différemment du coup avec ce feng shui qui vient arrondir les angles, euh, mettre oui, l'humain un peu au centre de projets d'architecture qui, c'est vrai, tu le dis, hein, c'est très, ça peut être très froid, ça peut être très dans la matière, etc. Et je vais parler en mon nom et peut-être que d'autres se reconnaîtront dans ce que je vais dire. C'est vrai, nous, on a fait la rénovation d'une maison et donc on était à la recherche d'un architecte. Et c'est vrai quand on fait cette recherche, eh bien,
on est un petit peu dépourvu. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a là un projet de cœur, quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on voudrait mettre en forme. Et la seule référence qu'on a, c'est de voir à l'extérieur quelles sont ces formes que les architectes proposent. Et donc, ça reste très matériel, très formel. Et finalement, on va essayer de découvrir l'univers de l'architecte. Donc, nous, on fait cette démarche-là, mais on n'est pas sûr que l'inverse soit vrai, que l'architecte va faire lui-même cette rencontre avec nous, avec nos projets. Et par contre, effectivement, on sent tout de suite dans tes propositions que ça, c'est bien le cas. Tu vas vraiment aller chercher la connexion avec tes clients, avec leurs projets, avec leurs souhaits. Donc, ça m'intéresse de savoir un petit peu, alors, quand on vient chez toi et voilà, on te livre son projet de cœur à travers son habitat, comment ça se passe? Quel Comment est ça le se processus? passe? Ouais. Quel processus créatif? Alors effectivement, quand j'ai vraiment baigné dans le feng shui, je me suis rendu compte que la dimension humaine, c'était finalement la base sur laquelle il faut partir. Pourquoi? Parce que une personne n'est pas l'autre, et même dans la famille, si je dois faire un projet pour une famille, monsieur, madame, ou madame, monsieur, les enfants, tous ont une identité et je vais rencontrer chaque personne, même si l'enfant est petit, en fait, j'aime que tout le monde soit là au moment où on se voit. Et j'ai vraiment à cœur de connecter avec la personne, avec la famille, pour que je puisse comprendre comment ils habitent, mais dans tous les sens du terme. Comment ils habitent en famille, comment ils s'habitent, en fait. C'est vraiment la notion d'être que j'aime aborder avec les personnes. Il y a vraiment cette dimension peut-être intime qu'on crée ensemble. Enfin, c'est une relation intime d'une certaine manière parce que je rentre dans leur façon de vivre, en fait. Et j'ai besoin de comprendre comment ils vivent pour pouvoir leur créer l'espace de vie approprié. Donc, souvent, je pose des questions, des fois très psychologiques. J'ai déjà eu un client qui m'a dit « mais on se croirait chez le psy », mais de manière positive parce on aborde des sujets qui ne sont pas forcément abordés, qui sont des sujets de comment je vis ma maison dans tous les sens du terme. Et j'aime aussi leur demander qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre maison, en famille, qu'est-ce que vous voulez vivre en couple, qu'est-ce que vous voulez vivre, quels sont vos rêves, vos aspirations profondes, pour que justement l'espace de vie puisse refléter le caractère ou en tout cas la couleur de la famille ou de l'environnement humain qui va habiter cette maison, cet appartement ou cet espace de vie. Et du coup, effectivement, moi, ça me permet d'avoir vraiment une matière, en fait, à partir de laquelle je peux créer. Donc, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est incontournable, qui est assez naturel. Je trouve ça important, en fait, de connecter de manière profonde avec les personnes. Je dis souvent que j'aime mes clients, mais c'est vraiment ça, en fait. Il y a vraiment une Donc, tu te ouverture de mets en cœur. relation, en fait. Oui, voilà, c'est important. Alors, c'est très bisounours, mais je suis un bisounours assumé. Mais voilà, en tout cas, c'est important parce que... Donc, première chose, on commence par un apéro. Si j'ai bien compris, voilà, petit apéro, allez, c'est offert par la maison. c'est ça, voilà. Et on fait connaissance. Ouais. C'est ça, il y a une... En fait, je dis souvent, on choisit son architecte sur base aussi d'affinité. Il faut que notre énergie colle, il faut qu'on puisse justement se dire, c'est avec cette personne-là que j'ai envie de partager comment je vis dans mon quotidien, dans mon intimité, comment finalement ça se passe à la maison. Ça se passe des fois pas bien, ça se passe des fois bien. Il y a de toute façon des énergies voilà, complémentaires. Ça ne se passe pas toujours de manière rose. Il y a des choses qui sont des fois à améliorer. Oui, et tu dois sans doute peut-être aussi, à travers cette rencontre, mettre en perspective ces Tout à fait. choses-là, Tout à que fait. les gens n'ont peut-être pas conscience. Tout à fait. Et donc, effectivement, c'est une sorte de... Je ne fais pas un questionnaire parce que je n'arrive pas avec un formulaire, mais c'est quelque chose d'assez naturel. J'aborde des sujets de l'ordre de la qualité du sommeil,
comment ça se passe au niveau de votre vitalité, votre rapport à l'alimentation, comment ça se passe par rapport à votre corps. Le rapport au corps, c'est la salle de bain, comment on prend soin de soi, hein, du point de vue corporel, comment on prend soin du point de vue spirituel aussi, comment on est connecté à quelque chose de plus grand que soi ou pas. Est-ce qu'on fait de la méditation? Est-ce qu'on fait du sport? Et en fait, toutes ces notions-là n'ont rien à voir avec l'architecture, mais j'ai besoin de comprendre en fait qui est mon client pour justement lui créer l'habitation qui est à son image. C'est vraiment pour moi ça le feng shui. C'est que pour avoir justement travaillé sur mon feng shui au sens large, hein, parce qu'on travaille sur soi, mais aussi sur son espace de vie, je me suis rendu compte de la puissance de cette philosophie en fait. En fait, C'est le feng étrange que shui. ça ne soit pas plus présent, en fait. Parce que Alors, j'imagine que quand tu as fait ta formation d'architecte, j'ai eu du mal à trouver. Hein. C'était c'est ça. pas très simple de trouver une formation en feng shui qui soit juste et qui soit pas dans tous les sens aussi, parce qu'il y a de tout en fait sur le marché. C'est important de pouvoir justement adapter en fait cette philosophie à notre mode de pensée en tant qu'occidental. Le feng shui traditionnel, à mon sens, n'est pas adapté à notre façon de vivre. Nous ne sommes pas chinois et nous avons d'autres façons de fonctionner. Et c'est intéressant justement de prendre les informations de ce que le feng shui peut apporter et d'adapter. Donc, je fais du feng shui occidentalisé et je me nourris de tout ce que l'Orient peut nous apporter. Hein. Il n'y a pas que le feng shui chinois, il y a aussi le Vastu Shastra qui est son ancêtre, mais qui vient d'Inde. Les Chinois n'ont rien inventé en fait. L'ancêtre du Feng Shui, c'est le Vastu Shastra. C'est fou. Tout le monde s'inspire de tout, mais effectivement, ils ont intégré les choses d'une autre manière. En Vastu Shastra, en Inde, il y a une notion spirituelle qu'il n'y a pas en Feng Shui, par exemple, hein, les notions de méditation, de yoga, etc. Et il y a aussi un mouvement japonais qui s'appelle le wabi-sabi. Et le wabi-sabi, c'est considérer que tout objet peut être, tout objet ou toute maison, toute chose qui se trouve autour de nous, incarne la vie et peut être, à un moment donné, ébréché, ou il peut y avoir quelque chose qui se fissure, mais ça fait partie de la vie aussi, on va mettre ça en valeur. Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des choses qui font qu'on vit des épreuves, mais ces épreuves nous nourrissent et nous enrichissent. Et donc, c'est cette image-là, en fait. Et, voilà, il y a plusieurs mouvements qui, moi, me passionnent. Donc, voilà, j'intègre tout ça. Enrichir, en fait, voilà, tout à ton fait, bagage occidental, voilà. belge. Tout à fait, voilà, très cartésienne. Mais justement, mon côté cartésien a été titillé un jour par cette notion justement un peu subtile qu'est ce feng shui où on ne parle pas seulement de la matière, on parle aussi de comment l'espace de vie transmet une âme ou non. Comment on ressent les choses. On a tous ressenti déjà, quand on visite des lieux qu'on a envie d'acheter, par exemple, on rentre dans une maison et on fait volte-face et on s'en va parce que c'est juste pas possible. On ressent quelque chose qui n'est pas pour nous. Et c'est des choses qui sont très subtiles, qu'on ne sait pas toujours expliquer, mais on met des mots dessus, en fait. Grâce au Feng Shui, on peut comprendre pourquoi ces lieux-là n'étaient pas adaptés. Parce qu'en fait, il y a plein de paramètres très... des fois qui peuvent être un peu compliqués, mais quand on visite un lieu, on peut assez vite faire une expertise feng shui et se dire, en fait, ça, c'est un endroit où je vais me ressourcer. Et ça va être parfait pour notre famille. Nous, on a fait le travail avec mon mari il y a 2 ans maintenant. On va dire qu'il y a 10 ans, j'ai commencé du feng shui et je me suis connectée un petit peu à mes rêves. Et je pense que le feng shui m'a permis de me connecter à tout ça. Et on s'est dit, en tant qu'architecte, tous les deux, mon mari est architecte aussi, pourquoi on ne pourrait pas construire notre maison dans un écrin de forêt? Et en fait, on s'est juste donné l'autorisation de. Mais c'est grâce au feng shui, en fait. Sinon, on ne me serait pas autorisée ou permise à rêver, parce que juste me suis connectée à ce que j'avais Donc, envie. revenir à la base, c'est-à-dire que nous, quand on a un projet d'habitation, c'est avant tout un projet où est-ce que je vais bien me sentir? Comment est-ce que j'ai envie de formaliser mon milieu de vie
pour que ce milieu soit optimal. Et en fait, c'est la base, c'est du bon sens, en fait, tout ce que tu C'est du expliques. bon sens, le feng shui, tout à On a fait. un petit peu oublié ce côté-là qui semble un peu peut-être au perché pour certains ou pas nécessaire, etc. Or, finalement, on voit dans la nature, chaque espèce a son habitat approprié, optimalisé, adapté à ses besoins. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? C'est assez évident en fait. Hein, c'est C'est assez bizarre, hein? évident de Oui, créer son ne pas partir à écosystème. partir de là. Oui. Voilà. Et c'est ce que tu Et fais, donc. voilà, ça me passionne. Bon, et donc Hélène, à partir du moment où donc tu viens vraiment presque communier avec tes futurs clients peut-être, hein, donc je viens chez toi, on a cet échange, etc. C'est quoi la suite alors? Je te dis, ok, je te fais On y va. confiance, ouais, on y va, on se lance dans l'aventure. Alors, il y a plusieurs étapes. Souvent, je travaille en rénovation. Donc, en fait, on va prendre le temps de prendre la mesure de ce sur quoi on va travailler. Et donc, il y a l'étape du relevé et je fais des scans 3D qui permettent justement de faire une 3D virtuelle de l'habitation. Et ça me permet de vraiment rentrer dans l'habitation de la personne parce que c'est comme si on était sur Google, hein, comme si on allait se balader dans l'espace de vie des personnes. Et moi, ça me permet de faire des plans, évidemment, de faire des choses à l'échelle. Et donc, ce scan 3D, c'est une source d'inspiration pour justement construire quelque chose après. Et sur base de ça, je prends d'abord un temps où je ne me mets pas ni à ma table à dessin, ni à mon ordinateur. Je n'ai pas la pression de devoir trouver la bonne idée ou ce genre de choses. D'abord, ça s'infuse, en fait. Je prends connaissance du lieu. J'analyse le feng shui de l'habitation, tous les paramètres, l'orientation, comment le soleil vient nourrir l'habitation avec son parcours, comment justement l'énergie de chacun va nourrir aussi l'habitation. Tous les paramètres énergétiques aussi, mais aussi efficacité énergétique, comment on va rénover la maison pour qu'elle ait le moins d'impact au niveau de l'environnement, au niveau de nos consommations d'énergie, mais aussi dans les différents matériaux qu'on va mettre en œuvre. Oui. J'aime beaucoup parler aussi de récupération et d'économie circulaire dans l'architecture, où on essaie de récupérer les matières qui sont encore là et qu'on réinjecte dans la rénovation. Donc, il y a cette dimension environnementale qui est très importante. C'est mon premier bébé, on va dire. Ah oui, c'est vrai. Mais Oui. donc ça fait penser quand j'ai l'image des poupées russes, c'est-à-dire c'est un milieu dans un milieu dans un milieu. Tout à fait, c'est ça. Et donc, C'est l'écosystème, en fait. Si on pense son habitat, pensons aussi au milieu qui l'entoure et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et si on voit très très large, il y a cette dimension environnementale qui est très forte pour moi parce que depuis que j'ai commencé l'architecture, il m'était tout à fait impossible d'imaginer une architecture qui ne soit pas respectueuse de l'environnement. C'était une valeur très très forte chez moi. Et donc, je me suis spécialisée très très vite dans tout ce qui était bâtiment autonome. On a rénové notre maison en passif il y a 10 ans à l'époque avant de construire celle-ci. Et du coup, c'est vraiment c'est un fil conducteur qui, au départ, avant de faire du feng shui, était, on va dire, la valeur de base, c'est on construit, on rénove, mais en conscience, avec le respect de l'environnement. Donc, matériaux naturels et compagnie. Alors, ça, c'était une chose. Et après, effectivement, le feng shui est arrivé et j'ai pu nourrir justement cette dimension humaine et finalement subtile qui permet de nourrir le projet. Et quand j'ai, on va dire, toutes les pièces en main, donc c'est vraiment, on va dire, un moment où je ne fais pas grand-chose, mais j'intègre. Il y a des choses, des fois, ça se passe pendant la nuit, alors je dessine. Et quand tu as intégré, donc je te coupe, mais je trouve ça passionnant. En fait, ça a infusé, c'est-à-dire que tu as intégré en conscience l'environnement extérieur, l'environnement intérieur des personnes. Alors, à ce moment-là, je me mets à ma table à dessin. Voilà. À ma table à dessin ou sur ma tablette. Donc, ma tablette me sert aussi de support pour pouvoir justement dessiner. Et je commence d'abord à la tablette parce que l'outil du crayon a toujours été quelque chose de plus intégré depuis que je suis toute petite. Donc, je dessinais depuis, voilà, je ne sais pas, depuis que je sais tenir un crayon. Ça a toujours été quelque chose de naturel. Et donc, je prends un calque, je prends mes photos, je prends les plans
plans s'il y en a déjà fait. Je dessine les plans si c'est nécessaire de la situation existante. Et là, je me mets en mode esquisse. Donc, l'objectif, c'est juste de chercher et de laisser parler le crayon. Et alors là, il y a un processus créatif qui se met en place et qui prend, on va dire, une petite heure en général. Quand je me mets à ma table à dessin, je mets mes plans tout partout et j'ai cette vision globale, on va dire, de la situation existante. Je note sur papier les idées, les besoins des personnes, les caractères, les choses à prendre en compte. Et à un moment donné, hop, j'y vais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un état méditatif qui se crée. C'est les moments les plus chouettes, je trouve. C'est hors du temps, hors de l'espace-temps même, parce que je crois que je ne sais même pas que je suis dans mon bureau. Enfin, c'est presque, comment dire, presque spirituel. Je ne sais pas si c'est un mot juste, mais en tout cas, c'est quelque chose de plus grand que moi. Je ne comprends pas. Il y a un moment où il y a l'idée qui arrive. Oui. Et c'est une esquisse qui est juste illisible pour tout le monde. C'est un terrain de jeu, en fait. C'est un grand terrain de jeu. C'est-à-dire que tu sors, tu enlèves la casquette du pro, de l'architecte et tu joues, quoi. Voilà, et il n'y a pas de contrainte. Et en fait, avant de me mettre la contrainte du budget, avant de me mettre la contrainte urbanistique, ou enfin, toutes ces contraintes, en fait, on met souvent ce mot-là, avant de mettre les choses un peu négatives dessus pour étouffer un peu la créativité, en fait, non, je me lâche. On s'amuse. Avant, il faut s'amuser. Et je dis ça souvent à mes clients. Si à un moment donné, on ne s'amuse pas, on ne crée pas le projet de nos rêves. Et ce n'est pas grave si on ne construit pas tout d'un coup. Donc, on peut phaser des choses, mais en tout cas, que le projet de rêve il soit pensé de A à Z, qu'il y ait une vision globale et holistique. Et le projet de rêve, il peut se faire en 2 phases, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a pensé de manière globale à quelque chose sans tuer les possibles, le bébé dans l'œuf, quoi. Oui, en fait, c'est ça. Exactement. C'est vraiment ouvrir le tout est possible. Et à ce moment-là, je commence à esquisser les choses aussi en perspective. C'est-à-dire que j'utilise des photos et le scan 3D dont j'ai parlé tout à l'heure qui me permettent de vraiment visualiser les points de vue, en fait, pour justement imaginer à quoi ça peut ressembler. Parce qu'un plan en 2D, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Pas facile, oui. C'est une vision, en fait, qu'on nous a appris en tant qu'architecte aux études, à dessiner des plans, des élévations, des coupes, mais c'est un langage très technique. Oui. Et en fait, j'aime beaucoup illustrer en 3 dimensions pour que les personnes puissent visualiser ce qui est possible, en fait. Qui n'ont pas ce bagage technique et qui n'ont pas cette gymnastique. Très souvent, en fait, il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres, mais c'est ça, c'est pouvoir faire ce chemin de la 3 dimensions à la 2 dimensions, de la 2 dimensions à la 3 dimensions. Quand on va visiter un lieu et imaginer ce qu'on pourrait en faire, c'est compliqué. Ou quand on voit le projet d'un architecte sur un plan, on se dit, attendez, et donc… Où est-ce qu'on est là? Je ne comprends pas. Ouais, c'est normal, en fait. C'est compliqué parce qu'en fait, on ne nous a pas appris, c'est normal. Voilà, moi, je l'ai appris aux études et avant ça, je ne savais pas lire un plan, c'est normal. Alors, du coup, la 3D est un outil extraordinaire, mais quand on s'arrête juste à la 3D, c'est froid. Ça peut être limite, ça ne me donne pas envie, ça ne me parle pas, ce n'est pas quelque chose qui… Et là-dessus, en fait, j'aime esquisser les choses. Et souvent, le croquis a une âme que la 3D n'a pas, en fait. La 3D, elle est froide, elle est impersonnelle. Et il y a ce côté humain qui manque, en fait. Il n'y a souvent pas de personnages non plus. Ou alors, les personnages sont vraiment horribles et détestables plus qu'autre chose. Et donc, en fait, le croquis vient parler aussi au fait qu'on a tous été baignés dans notre enfance dans les dessins, en lisant, en dessinant. Et en fait, le croquis parle à tout le monde. Pourquoi ? Parce que on se projette dans un dessin, beaucoup plus que dans une image 3D froide, parce que justement, on a été baigné dans les illustrations quand on était petit. Ça nous rappelle ça. Et donc, ça génère chez les personnes qui voient les perspectives, ah waouh, ok, ça peut devenir ça. Oui. Et alors, du coup, je montre la photo avant, l'image de ce que ça peut donner, et alors les photos d'inspiration autour qui montrent les matériaux et les différentes couleurs qu'on peut effectivement choisir dans cet espace-là. Et donc, ça peut être une perspective d'une nouvelle cuisine ouverte. Ça peut être un coin lecture qui permet justement de se poser à la lumière pour pouvoir justement lire son livre. Ça peut être plein de choses. Mais justement, l'idée, c'est que ça ne soit pas juste un plan. Ça puisse être justement
un croquis perspective pour qu'on puisse imaginer à quoi ça C'est ressemble. ça. Et donc, c'est joli d'ailleurs comme processus, je trouve, parce qu'on comprend dans ce que tu dis qu'il y a comme deux processus qui sont à l'œuvre, qui viennent servir dans la création, en l'occurrence donc le projet. C'est un processus où on sent que on ouvre quelque chose. Donc moi, j'appelle ça l'intelligence du cœur. Hein. On va dire que c'est le calque du cœur. Et puis, il y a, OK, si on veut réellement donner vie à ce projet, il faut aussi alors plus mentaliser, avoir accès à cet outil 3D qui est souvent très froid, hein, c'est des blocs, voilà. Et tu viens mettre les deux calques l'un sur l'autre, et là, on a quelque chose qui prend vie, en fait, hein, dans le côté très formel, très géométrique, très structuré, très rationnel. Et tout ce qu'on a du mal, en fait, à mettre justement sur papier, c'est cette énergie, hein, c'est cette patte, cette ambiance. Et j'imagine aussi que c'est à ce moment-là, sans doute aussi, que les choses se créent, où le client peut aussi se projeter dans ton énergie. Donc, c'est là où, en fait, on peut se serrer la main et on se dit, votre énergie me convient et je sens que vous allez capter mon énergie. C'est ça. Donc, il y a Et comme une alliance, sans doute, qui se fait. C'est ça. Je parle souvent dans les projets au niveau de la première présentation, hein, l'avant-projet sommaire, hein, première esquisse. Je dis souvent, j'ai vraiment co-créé avec vous ce projet. J'ai vraiment fait des allers-retours. Si à un moment donné j'ai une question, ben, on s'appelle, ils éclaircissent mes questions. Et alors, à un moment donné, avant de pouvoir présenter, j'ai vraiment fait toute une anamnèse. J'ai vraiment puisé tout ce que je pouvais savoir sur le lieu, sur les personnes, sur l'environnement dans lequel se trouve l'habitation, etc. Et puis, hop, il y a quelque chose qui sort, que je leur présente. Et puis après, en deuxième étape, on met les choses au point, il y a des modifications qui sont faites, des choix de matière, etc. Et on rentre plus dans le détail. Mais souvent, la première proposition, voilà, est la bonne parce que je pense avoir pris ce temps, parce que c'est important, la notion de temps dans la créativité, je trouve, c'est que quand j'ai été voir un lieu et que j'ai rencontré les personnes, il me faut souvent 3 semaines avant de vraiment me mettre à ma table à dessin et à la créativité, parce que j'ai besoin d'infuser les choses. Et c'est seulement quand j'ai infusé les choses qu'il y a quelque chose qui émerge. Je ne sais pas claquer des doigts en me disant « Ok, c'est bon, on va faire ça ». Mais c'est quelque chose qui est finalement une sorte d'imprégnation des informations. Oui. Et puis seulement après, il y a quelque chose qui peut sortir parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et même quand je me mets à ma table à dessin, il y a des jours où il n'y a pas, c'est possible. Et c'est pas grave en fait, c'est que c'était pas le jour et que c'était pas la bonne énergie pour pouvoir le faire. Et c'est des fois un peu frustrant parce que je me mets à ma table à dessin, ouais, je le sens bien, mais voilà, il n'y a pas d'idée qui vient, c'est pas grave, ça viendra plus tard. Oui. Et je me mets à autre chose à ce moment-là, c'est pas grave. Il faut être, je pense, à ce moment-là, dans une énergie positive. Et j'aime utiliser justement les outils que je propose dans mon programme. J'en parlerai sûrement après. Oui, oui, bien sûr, oui. Je me mets en état de méditation. Et donc, je commence par une méditation. Et ça me recentre, en fait. Et je trouve que pour créer de manière optimale et pouvoir justement trouver l'idée qu'il faut, eh ben, il faut être hyper ancré, quoi. Si je ne suis pas ancrée, que j'ai plein de choses, des soucis, etc., c'est comme le processus du céramiste. Je tourne aussi un peu de terre. Et quand je ne suis pas centrée, quand je ne suis pas ancrée, il n'y a rien qui va. C'est normal. Oui. C'est normal, en fait. Je pense que tout le monde... Il faut s'accorder un espace-temps. Oui, tout à fait. Et ça, c'est important, autant pour les personnes, finalement, qui demandent à un créateur, quel qu'il soit, un service, de comprendre ça. Et autant aussi, par exemple, pour un architecte qui pourrait regarder ça, qui se met tout de suite la pression. Non, en fait, il faut accepter cet espace sans rien, où les choses infusent, travaillent, où les idées fusent, où c'est pas très rationnel, tout ça. C'est un petit peu l'espace-temps où l'enfant s'ennuie, je sais pas quoi faire. C'est ça. Et en fait, il y a le feu qui est en train de commencer à bouillonner. Hein, c'est ça. Ok. Ouais. Et donc oui, après évidemment, il y a la phase de faire rentrer le rêve. C'est ça. Donc, dans la réalité.
de plus rationnel. Et puis, ben, c'est C'est ça, logique avec certaines contraintes sans contrainte, doute tout à fait. techniques, financières, etc. Donc, Voilà, il y et a cette cette étape. étape-là est nécessaire justement entre les deux étapes d'avant-projet sommaire et d'avant-projet détaillé. On prend contact avec l'urbanisme, on connecte justement avec les contraintes du lieu et finalement les contraintes budgétaires. Et on rentre le projet dans le cartésien, la matière, pour que justement ça puisse être réalisable. Parce qu'on peut rêver, à un moment donné, il faut pouvoir réaliser les choses. Et à ce moment-là, il y a vraiment un processus de phasage à ce moment-là. Si besoin, on peut phaser. On a un budget d'autant. Ça peut se faire en 2 étapes, par exemple. Ou pas nécessaire, on y va et on fait l'entièreté du projet. Donc, ça dépend de chaque histoire, chaque budget, chaque famille, chaque personne qui me contacte. Ici, je travaille sur un projet où l'objectif, c'est de penser à 20 ans. C'est-à-dire que le projet, il doit être conçu pour que monsieur puisse accueillir ses parents vieillissants. Et donc, en fait, il y a vraiment une notion où je prépare ce qui va se passer. Et je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, il y a une notion de, OK, on va vivre, on va dire, d'une certaine manière pendant X années, et après, ce sera possible de faire évoluer le lieu parce qu'on y a pensé, parce qu'on a pris en compte que quand on rénove aujourd'hui, ben, c'est pas dans 5 ans qu'on va recommencer. On doit penser à, tiens, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? J'ai fait cette réflexion avec un autre couple qui ont des enfants en bas âge. Et en fait, je leur ai fait dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous dans 15 ans, vos enfants ont tel âge. Comment vous voulez vivre à ce moment-là? Et alors, du coup, on a repensé le projet pour que, quand ils seront adolescents, ils aient leurs petits espaces, que ça soit sympa parce qu'ils peuvent connecter avec leurs copains, un petit peu en retrait des parents. Mais il y a cette dimension où on se projette. En fait, ils ont 3-4 ans, les enfants. C'est très difficile de s'imaginer comment on sera 15 ans plus tard. Mais c'est important parce qu'en fait, Oui. une maison, on la rénove tous les 15 ans maximum. Oui, Enfin, oui, oui. Et ça fait et ta même plus. différence. Ça fait vraiment une différence, je trouve, parce que est-ce que c'est les études ou est-ce que c'est simplement notre culture qui fait ça? Je trouve que les choses, on les conçoit de manière très figée. Ouais. C'est-à-dire que pour un instant donné. Donc il y a un peu cette culture de cette société de consommation hein, où l'essentiel c'est voilà, Tout on de suite fait et maintenant. après on réfléchit quoi. Et donc ça probablement effectivement que ça c'est venu parce que tu avais certainement ça en toi, mais aussi par tout cet apprentissage du feng shui et de cette culture orientale où ils sont plus dans la notion de mouvement et Oui, les tout à choses ne sont fait. pas C'est figées. ça. Est-ce que le C'est le feng cycle. shui, tu as des cycles? Voilà. Donc j'imagine que par exemple, donc, toute cette connaissance que tu as avec le feng shui influe par exemple sur ce genre de projet où Tout à fait. effectivement on pense sur une longue À long durée, on terme. pense comment est-ce que les choses peuvent se moduler, évoluer. C'est C'est ça. ça? Donc, il y a une dimension temporelle. Et comme tu dis, on parle de cycle parce que la vie, c'est comme ça, c'est un cycle. Ça, les saisons aussi, hein, on a effectivement cette notion-là. Je parle aussi souvent d'orientation solaire, comment le soleil justement vient nourrir le lieu. Donc tout ça, ce sont des cycles. Quand on parle aussi de feng shui, on parle aussi du fait que notre habitation a tendance à être fort encombrée. Et en fait, on peut aussi imaginer que, on parle souvent de nettoyage de printemps, mais c'est vrai, ce n'est pas en fait quelque chose qui est immuable. Et c'est vrai que si on a trop d'objets rangés en permanence, c'est épuisant. Et donc, si on conçoit notre habitation comme étant une maison plus minimaliste, où on se connecte à nos objets essentiels et qu'on limite le bruit visuel parce qu'il y en a partout, parce qu'on est encombré et presque étouffé par nos objets qui finalement compense un manque, hein, c'est ça l'effet en fait, hein, l'effet de l'achat Comble un vide. compulsif. Ça comble un vide émotionnel, effet affectif, etc. Quand on fait ce processus de désencombrement, de rangement détox, en fait, c'est se connecter à plus de bonheur au quotidien. En fait. Et c'est ça aussi la porte d'entrée du Feng Shui, c'est que souvent, on est dans une habitation depuis 10-15 ans, elle ne correspond plus à nos besoins aujourd'hui. Avec le Covid, ça a encore plus
exacerber ces besoins-là, qui a un bureau chez soi à part, qui a pu donner l'école à la maison facilement aux enfants. Il y a effectivement quelque chose de très exacerbé qui s'est passé au moment du Covid, parce qu'on a confiné et il y a de plus en plus de personnes qui télétravaillent aujourd'hui. Et donc, il faut réaménager l'espace pour que ça puisse répondre aux besoins aujourd'hui, en sachant qu'il faut penser au cycle de vie et à l'évolution. Et quand on rénove pour des années et des années. Mhm. Mais c'est vraiment un cycle qui est important à prendre en compte parce qu'on ne feng shui pas son habitation en claquant des doigts. C'est quelque chose qui est lors du processus et qu'on peut refaire régulièrement. J'accompagne justement des personnes avec mon programme en ligne que j'ai appelé Mon Oui. Habitat Conscient. Oui, oui. Justement C'est comme ça que je t'ai découverte Voilà. avec l'habitat conscient. Donc, c'est ça qui est venu titiller mes oreilles, habitat conscient. Ah. Voilà. Donc, parle-nous de ce programme parce qu'effectivement, je trouve ça une super idée, Hélène. Oui. Donc, en fait, c'est au moment du confinement, vraiment. C'est pour ça que je rebondis dessus. C'est au moment du confinement que ça m'a appelée. Je me suis dit, mais combien de personnes se retrouvent chez elles et qui doivent vivre une situation critique, parce que c'était quand même critique à ce moment-là. On devait donner l'école à la maison, on devait bosser en même temps. Enfin, en tout cas, pour les familles, c'était un moment quand même vachement compliqué. Pour l'avoir vécu. Hein. Alors, il y a plusieurs profils de personnes, mais en tout cas, dans les familles, c'était quand même sport. Et finalement, j'ai vraiment eu à cœur de créer un programme en ligne pour justement accompagner ces personnes à intégrer le feng shui au quotidien dans leurs habitudes et prendre le temps justement de se poser les bonnes questions pour pouvoir réaménager leur espace de vie en conscience. Et le faire soi-même, voilà, avec ton accompagnement. Tout à fait. Oui. Voilà, donc l'accompagnement, en fait, c'est plusieurs choses. C'est un accès à une plateforme en ligne où on a accès à des vidéos et des supports d'inspiration un peu quand on veut, hein, donc c'est une formation en ligne, et un accompagnement qui dure 3 à 6 mois. On peut faire cet accompagnement personnalisé et je suis là en support Zoom pour pouvoir justement accompagner quand il y a des questions plus précises sur tiens, je veux aménager la chambre de mon bébé, je suis enceinte et j'ai tout le temps de le faire, c'est le bon moment. Où je suis à mon compte depuis peu et je dois absolument aménager une pièce pour avoir un bureau qui soit feng shui et qui me porte justement dans mon entreprise. N'importe quel sujet finalement, toutes les pièces de la maison sont vraiment prises en Zoom. On a vraiment chaque pièce qui sont analysées et puis qui sont chaque fois créées en co-création. On fait ça ensemble avec la personne pour qu'on puisse vraiment reprendre tous les principes du feng shui. Et je vulgarise un maximum parce que des fois, quand on commence à rentrer dans le feng shui, ça peut être un peu compliqué. Et on fait ça par étapes, au rythme de chacun. Et en fait, depuis peu, j'ai été contactée par des profils plus professionnels aussi, des architectes, des décoratrices ou des architectes d'intérieur qui sont intéressés de justement intégrer cette pratique dans leur pratique professionnelle. Et en septembre, j'ouvre un groupe justement de femmes qui soit ont un projet de rénovation et qui ne sont pas forcément architectes, hein, mais ou justement des professionnels qui sont intéressés les deux profils. Voilà, il y a les deux profils et ça se complète super bien. L'idée du groupe, c'est vraiment de travailler sur l'intelligence collective, se booster aussi pour intégrer et faire cette véritable transformation. Hein. Donc, je parle souvent d'une transformation intérieure, mais aussi une transformation dans notre espace de vie. Et en fait, ce groupe, aujourd'hui, il y a certaines qui sont déjà inscrites, je le vois vraiment comme un groupe bienveillant où on s'entraide, où on se donne des choix d'idées, où, tu vois, il y a vraiment des échanges qui se créent. Et pendant 6 mois, je les accompagne à intégrer ça à la fois dans leur pratique, dans leur intérieur et aussi chez elles. Et les professionnels peuvent aussi tester dans leur habitation pour pouvoir justement le transmettre. Donc, en fait, c'est 2 profils, mais qui sont très complémentaires. Oui. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui m'appelle de plus en plus. Puis le fait que ça soit en groupe, c'est plus accessible financièrement. Donc, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur pour qu'il y ait plus de monde qui puisse accéder à toutes ces belles connaissances et pour que la transformation puisse s'opérer et toucher plus de monde encore, quoi. Oui, et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette formation proposée, c'est que par expérience,
Je sais que souvent, si on a un petit peu du mal à y voir clair dans son monde intérieur, c'est que voilà, on est à un moment charnière de sa vie ou qu'on a vécu justement quelque chose de difficile, un burn-out, une rupture, un deuil, etc. Eh bien, passer par la matière, travailler sur son monde intérieur en travaillant sur son monde extérieur, c'est une voie extrêmement puissante. Ouais. Moi, je me souviens que, en fait, moi, j'ai fait un burn-out en 2013 et ça faisait tout le temps yo-yo. Je me disais, allez, ça va, cette fois-ci, je sors la tête hors de l'eau, c'est top. Mais en réalité, le travail intérieur n'avait pas vraiment été fait. Et j'ai commencé à vraiment amorcer les choses parce que j'ai pu ressentir la nécessité de ce travail intérieur. Quand j'ai eu aussi, j'avais vu une conférence d'une personne qui parlait notamment du Feng Shui et de se désencombrer, de penser l'espace. Quel est votre espace en fait? Vous n'allez pas bien, mais est-ce que vous avez conscientisé combien les choses, effectivement, n'ont pas la bonne énergie, sont encombrées, etc. Et donc, elle proposait simplement, oui, de faire ce tri dont tu parles. Ce que j'ai fait, je me suis dit, ah, allez, ok, avec le peu d'énergie que j'ai, je vais quand même m'occuper, par exemple, de cette pièce que j'ai laissée abandonnée et qui pourrait me servir maintenant pour revenir, par exemple, à plus de création. J'aime bien dessiner, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et étonnamment, mais il y a plein de choses plein de déclics comme ça, qui sont arrivés comme une petite pluie de déclics, qui ont fait que, allez, ça y est, j'ai commencé à sortir de l'ornière et les choses, hop, se sont mises en mouvement. Parce que très souvent, c'est ça, c'est qu'on est dans cette ornière et qu'on stagne dans un milieu qui est malsain et on ne s'en rend même pas compte. Et ce projet, je trouve ça top parce qu'à la fois, il s'adresse à des personnes peut-être comme moi, dans cette situation-là, qui ont envie d'un changement, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Et finalement, quoi de mieux que de se dire, je vais déjà rendre mon environnement plus agréable, plus beau, qui me ressemble, etc. Et là, insidieusement, finalement, on va toucher à des choses essentielles, à l'humain, etc. Et puis, il y a les pros qui se rendent compte combien cette dimension humaine leur manque, parce que c'est une approche quand même, architecte, c'est un métier à responsabilité aussi. Donc, voilà, on est vraiment dans le côté très, très rationnel, très mental, aussi peut-être très égotique, avec, bon, j'espère que je vais être un architecte de renom. Et puis finalement, on se rend compte que sur le marché, il y a surtout des humains et qu'il nous manque peut-être quelque chose. Et donc ça, c'est une bonne façon aussi d'aller plonger là-dedans et d'aller s'enrichir. Donc oui, je trouve que mon habitat conscient manquait. Et oui, c'est vraiment une très jolie idée, Hélène, surtout qu'effectivement, tu le précises, c'est peut-être plus abordable que d'aller contacter une architecte d'intérieur ou un architecte pour penser tout ça. Et en plus, puisque c'est un petit peu un manque pour l'instant, avec cette possibilité qu'ils ne se mettent pas à votre place et qu'ils ne se connectent pas à qui vous êtes, qu'il y a un loupé, quoi. Qu'il y a un loupé et qu'on doive habiter dans un espace qui ne nous ressemble pas. Et ça, Voilà. c'est triste, ça. Ah oui. Bon, écoute, Hélène, je suis ravie de cet entretien. Je crois qu'il était très riche. On aurait pu aborder plein de choses encore parce que ton univers est très riche. Merci. Mais je te remercie beaucoup parce que voilà, tu es l'une de ces petites personnes créatives, très, très rayonnantes, qui comprend bien aussi ce processus créatif, que ce processus créatif est à la fois mental, mais est à la fois autre chose, est à la fois visible et invisible. Et donc, je te remercie vraiment parce que je pense que voilà, ta lumière, c'est bien ressenti ici dans cet échange. Donc, merci. Un grand merci à toi, vraiment. C'était un très bon moment. Merci Sylvie. Merci à toi. À bientôt. Ciao.